Bon, Jean-Philippe Gaulier, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je suis RSSI de la DSI du groupe Orange. Donc, bonjour à tous. On s'est dit avec le comité d'organisation des séances que ça pouvait être intéressant de revenir sur un travail que j'ai effectué cette année et aussi l'année dernière avec mon équipe sur l'évaluation de la sécurité de nos prestataires IT. Alors, Orange, c'est un des premiers donneurs d'ordre du marché français en termes de prestations, si ce n'est le premier. Ça se compte en beaucoup d'argent quand on prend des prestations. Petit sondage dans la salle, là, qui ne fait jamais appel à de prestataires extérieurs? Ok, bon, la question subsidiaire, c'était qui n'a pas de client? Et je pense que dans les deux, on devait pouvoir recouper à peu près tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Je pense que c'est des choses que tout le monde aujourd'hui peut à peu près constater. La première, c'est qu'on découvre en permanence des failles OWASP. Alors j'ai appris aujourd'hui, en 2015, qu'il y avait encore des gens qui ne savaient pas ce que c'était STIC. Alors je vais expliquer un peu ce qu'est OWASP au cas où. Tout à l'heure, on a balancé MISC. S'il y a des questions par rapport à MISC, il faudra nous dire, on expliquera. Donc OWASP, c'est Open Web Application Security Project. C'est une association, un consortium qui, tous les 2-3 ans, agrège, on va dire, les failles de sécurité trouvées dans des audits, soit des audits automatiques, soit des audits de société, alors, entre autres via le produit Fortify et d'autres choses, et qui disent, voilà les failles de sécurité web qu'on a trouvées le plus souvent. Donc ils nous font un top 10. Top 10, ça ne s'arrête pas là, mais il fallait bien choisir une échelle. Donc ils disent, voilà les 10 failles qu'on a le plus trouvées en 2013. Et chez nous, malheureusement, on a des applis en production où on trouve ce genre de vulnérabilité. Alors, ce qui est embêtant dans ce genre de vulnérabilité, c'est quand même que c'est la base. C'est-à-dire que si vous avez fait un BTS ou un DUT, vos profs ont dû vous rabâcher quand vous faisiez de l'algo et surtout quand vous étiez en télé et en TP, vérifier vos entrées. Globalement, si on fait ça, on enlève facilement 90 à 95% des failles de OWASP en production, donc ça veut dire que potentiellement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne vérifient pas ce qu'ils écrivent. Une grande partie de nos applications est externalisée. Chez nous, on n'a pas des centaines de milliers de développeurs, on a quelques centaines, quelques milliers, mais ce n'est pas le cœur de notre métier. On est là pour faire du commerce et assurer le fonctionnement d'un réseau, plusieurs réseaux. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand on trouvait des failles en production, donc on passait une commande au fournisseur, on faisait un audit de temps à autre pour vérifier que tout se passait bien. Alors soit en interne, quand on appelle un prestataire externe pour faire l'audit, on disait « Ah tiens, il y a un XSS là ». Donc un XSS, un cross-site scripting, c'est en gros une injection de code JavaScript qui n'a pas à s'exécuter dans le champ où on l'a trouvé. On remontait vers le fournisseur qu'on avait payé pour développer l'application, et le fournisseur nous disait « Ah bah oui, mais c'était pas prévu. Donc on va vous rajouter 70 jours pour corriger les XSS. » Alors j'en vois quelques-uns qui sourient. Une XSS, je pense, avec un stagiaire bien formé, c'est-à-dire à coup de grande baffe, je pense qu'en une demi-heure, on doit avoir fait le tour. Donc 70 jours, quand je vous dis un nombre comme ça, c'est pas un nombre au hasard. 70 jours, c'est des factures qu'on a payées. Moi j'ai eu 300. T'as eu 300 jours Pour plusieurs XSS sur la vie. Ah ouais, mais plusieurs. 70 jours avec XSS. Mais vous avez peut-être pas payé. C'était un client, c'était pas pour nous. Mais le client, il a payé? Non, il nous a demandé, il dit normal 300 jours pour une XSS. Voilà, donc voilà, tu as un client heureux devant toi. Conscient de ces choses-là, moi j'ai dit à mes patrons, écoutez, messieurs, dames, il y a des choses que je ne saurais pas vous faire faire, à savoir par exemple gagner de l'argent avec mon métier, je vais avoir du mal, en tout cas c'est pas ce pourquoi vous m'avez engagé. Par contre, ce que je vais peut-être pouvoir faire, c'est arrêter de vous faire perdre de l'argent. Donc il n'y aura peut-être pas de retour sur investissement direct, mais on va peut-être avoir un peu plus d'argent en dépensant dedans. En évitant ce genre d'aberration. Donc on est parti de ces constats-là, et puis un petit constat supplémentaire. Alors c'est volontairement dégueulasse, c'est un scan, comme si c'était arrivé dans la vraie vie.
c'est la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui fait matière en question de droit. Comme il n'y a pas d'avocat dans la salle, je peux raconter n'importe quoi pour du droit, je ne suis pas un avocat, qui nous a tapé un petit peu sur les doigts l'année dernière. Alors pourquoi elle nous a tapé sur les doigts? Elle nous a dit, dites donc Orange, c'est la xème fois que vous perdez des données de vos clients, ça commence à bien faire, des données personnelles, donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Nous, on était tranquilles, on avait des contrats hyper gonflés, vous pensez bien qu'on paye des armées de juristes pour s'assurer de ça, et nos juristes nous ont dit, bah c'est bon, hein, ça devrait aller. Et en fait, la CNIL était d'accord pour être en désaccord. La CNIL nous a dit, bah non, en fait, ce que vous avez mis dans votre contrat, nous, on ne valide pas. On n'est pas OK avec ça. Donc, vous n'avez pas fait en tant que responsable de traitement, donc la personne morale, on va dire, qui avait la charge de protéger les données personnelles, vous n'avez pas fait tout ce que vous auriez dû faire. Et alors, si on lit, enfin, la délégation a constaté que si la société avait encadré contractuellement ses relations avec son premier sous-traitant, ce que je viens de vous dire, elle n'avait en revanche pas veillé à ce que les obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données soient répercutées aux prestataires secondaires, alors même qu'elle connaissait le périmètre d'intervention de ce dernier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a payé un fournisseur pour faire du boulot, et le fournisseur a dit, bah, moi je sais faire une partie, et puis il y a une partie que je ne sais pas faire, donc je vais payer quelqu'un pour le faire. Et bah, nous, on est un petit peu peut-être naïf, mais on s'est dit, c'est fait dans les règles de l'art. Et ben la CNIL nous a dit, non, non, vous êtes responsable de tout ce que font toute la chaîne des fournisseurs, pas simplement votre premier fournisseur. Donc ça, c'est la première chose à retenir. La formation restreinte, donc il parle toujours d'eux là, retient qu'en sa qualité, par ailleurs non contestée de responsable de traitement, la société a l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel de ses clients et ses prospects, qu'elle ne saurait minimiser sa responsabilité par le recours à plusieurs prestataires. Alors, bienvenue, vous avez ici la première condamnation que nous avons prise en 30 ans. Hein, voilà, ce que certains disent un avis de la CNIL, en droit apparemment c'est pas une condamnation. Donc nous pourrons être cités en jurisprudence. Dommage. Fort de tout cela, alors moi j'avais déjà commencé à initialiser avec l'équipe, et l'équipe avait même initialisé avant moi le travail. Ça nous a donné un petit peu plus de poids supplémentaire. Moi je le dis pour moi, bon maintenant on est dedans, hein, mais je vous rappelle, je vous signale gentiment que c'est valable pour toutes les sociétés présentes ici. Alors, les administrations c'est un petit peu différent, mais je pense que vous êtes concernés aussi. Maintenant que Orange y est passé, voilà, comme je dis souvent, je dis ça, mais je dis rien. Mais c'est un avertissement, d'accord. En droit ça s'appelle condamnation. Oui, il y a aussi des. Il y a 50, 300 000 euros d'amende en jeu, donc là on est quand même loin des 50, 300 000 euros. Oui, mais alors ça c'est du pénal, c'est pour les personnes physiques. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour les entreprises aussi, ça va jusqu'à 1,5 million, je crois. Le montant des amendes. Et c'est pas appliqué pour l'instant. La plus grosse amende de la CNIL qu'on connaisse, c'est Google, 150 000 euros. Il y a eu Crédit Agricole aussi. Ouais, c'est à peu près 70 000 euros. Ouais, voilà, c'est ridicule. Crédit Agricole, c'est même pas la paye de marque. D'accord. Mais donc voilà, c'est ça, c'est le niveau aujourd'hui. La CNIL. Il faut savoir que la CNIL espagnole, c'est, si j'ai bien compris son fonctionnement, donc au niveau droit c'est pareil, par contre au niveau gestion financière, elle vide ses amendes. Donc là où la CNIL française a mis 150 000 euros d'amende, la CNIL espagnole a mis 900 000 euros. Bon, pour Google c'est toujours pareil, mais ça démultiplie un petit peu les trucs. Alors, chronologie des actions dans le groupe. Alors les sigles là-haut, vous oubliez, hein, ce sont des choses internes. Mais en 2009, vous voyez que ça date quand même un petit peu ce qu'on a fait. On a renforcé la sécurité dans les contrats. On a essayé de faire un petit peu comme les copains, on aime bien se comparer, savoir ce qui se fait à droite à gauche. Et donc on s'est mis à peu près au niveau de ce que faisaient les autres, du moins on espère. En mettant dans les contrats, messieurs les fournisseurs, quand vous faites du travail, vous devez de nous faire un travail de qualité.
En 2012, on s'est aperçu que personne ne comprenait le mot qualité. Ça nous a posé un problème. Donc on s'est dit, on va quand même aller un petit peu plus loin et essayer d'évaluer la maturité de ces fournisseurs, parce que comme ils ne comprennent pas le mot qualité, on voudrait comprendre quel est le niveau de compréhension qu'on a, qu'ils ont, et qu'on se parle un petit peu là-dessus. Donc on a fait une première étude. En 2013, fort de l'évaluation, on a donné des consignes en interne à nos projets. On a dit, oula, attention, il y en a avec qui il ne faut plus travailler. Il y a un vrai problème de non-maturité. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu mieux, mais bon, soyez vigilants. Entre-temps, comme on est une grosse société, l'évaluation qu'on avait faite en 2012, on a pu signer le contrat en 2013. En 2014, vous avez vu juste avant quelques événements, la sécurité devient le premier critère de référencement dans le groupe. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du prix, on ne parle plus de l'éthique. On commence par dire si vous ne faites rien en termes de sécurité informatique, et on ne parle pas là des passifs, prises, etc. On parle bien des sociétés qui font du développement, qui font de l'administration, qui vous vendent de l'assistance technique, de la régie, du forfait, etc. Je ne citerai pas de nom, mais vous voyez bien de toutes les sociétés auxquelles je peux faire référence. La sécurité, c'est le premier critère. Si vous ne passez pas ce critère-là, on n'ira même pas regarder vos prix. 2014, on a aussi mis en place une revue annuelle pour ceux qu'on avait sélectionnés en 2012. Donc là, ça fait bizarre, parce qu'en 2012, on leur met dans le contrat, il y aura une revue annuelle. Ils signent en se disant, c'est nickel, une revue annuelle, ça sera comme d'habitude dans 3 ans, quoi. Et non, comme je fais appliquer mes contrats, l'année suivante, il s'est passé quoi? Ils ont une revue. Et la prochaine, au mois de juin. Donc ça fait un petit peu bizarre. S'il y en a qui se sont pointés les mains dans les poches, en disant ça se passe bien, il fait beau chez vous, c'est qu'on signe les contrats. Non, on vous a demandé des indicateurs, comment les avez-vous remplis, comment faites-vous le suivi sécurité, etc. Ça fait bizarre. Et en 2015, on communique auprès de nos équipes. C'est-à-dire que le travail, c'était un travail en amont, et maintenant il faut expliquer en interne comment l'appliquer au quotidien. Et ça donne parfois des choses sympathiques. Alors, renforcement dans le contrat. Un livrable de qualité, c'est un livrable sans vulnérabilité de type connu. Alors, type connu, c'est quoi? Par exemple, je vous citais le WASP tout à l'heure. Vous avez 10 failles. Chaque faille, c'est un type de faille, on va dire. Ce type est connu. Donc le XSS, c'est pas parce que je vais faire un audit et que je trouve une vulnérabilité XSS que la vulnérabilité est nouvelle. Le type est connu depuis des années. Donc sans vulnérabilité de type connu. Oui, Marc? Livrable sans vulnérabilité, c'est-à-dire au niveau, tu te bases sur quoi? Un CVSS 2, tu dois corriger? En fait, tu ne dois pas avoir de vulnérabilité. Donc si je passe, je vais dire n'importe quoi, si je passe un Acunetix, si je passe un de ses concurrents, Microsoft, on se fait déglinguer. Ton fournisseur se fait déglinguer. Moi, je ne parle pas là des produits achetés sur l'étagère. Oui, enfin, quoique, on pourrait en parler, mais moi, ce que je parle, c'est vraiment de ce que je fais développer. D'accord? Après, pour le traitement des patchs sur les trucs sur l'étagère, c'est encore un petit peu différent. Tu imposes un test d'intrusion ou un scan? J'impose une recette avant livraison. Quand on dit vulnérabilité connue, en général, il va vouloir se défendre ou sur quoi? Est-ce qu'il y a un responsable qui dit, par exemple, pour l'obtenir de l'autre WASP, il faut pas y passer? Par exemple, on a dit le WASP, tout ce qu'il y a dans le WASP, non-passaran, c'est pas présent chez nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 80% de notre surface d'attaque. Donc ça ne veut pas dire que... on a tous eu, je pense, dans la salle Heartbleed. Pendant 3 ans, on a tous eu Heartbleed. C'était pas connu, quelque chose près. Ça, je ne demande pas à mes fournisseurs de le corriger. Enfin, tant que c'est pas connu, je ne leur demande pas de le corriger, je ne leur demande pas l'impossible. Je leur demande vraiment de vérifier ce qui est ce pourquoi je les paye. Si je vais chez le mécano, que je lui demande de faire ma vidange et de vérifier les freins, en repartant, j'espère que les freins fonctionnent pas. C'est à peu près pareil. J'espère qu'il a mis le bon niveau d'huile pour la vidange. Enfin, sauf que tes freins,
tes freins, tu vas les tester à 50 km/h lors de ta recette, tu vas pas monter à 300 pour voir s'ils freinent pas. Ah, mais j'ai pas besoin de monter à 300. Bah, tout est dans l'identification des vulnérabilités au moment de la recette. En fait, ils ont le référentiel, donc il y a toujours des trucs qui peuvent passer, hein, c'est assez certain. Mais on demande à ce que déjà le minimum soit fait, parce que ce n'était pas le cas. Je me pose exactement la même question, parce que moi je serais fournisseur en fait. Je me dirais, je sais que ça, je prends un risque, donc il faudra avoir un référentiel en place a priori. Typiquement, ce qu'on a mis, c'est. Où je vais. Alors, et la question, le corollaire, ouais. C'est est-ce que ça génère des surcoûts, du coup, ces nouvelles règles? Alors, ça génère des surcoûts, mais bizarrement, pas encore là-dessus. Ça génère des surcoûts, on y reviendra après, je te répondrai après. Ce qu'on a mis dedans aujourd'hui, c'est l'OWASP pour les développements web, CIS pour ce que demandait monsieur tout à l'heure, tout ce qui est appli standard, Apache, OpenSSL, Microsoft Windows, etc. Et on verra après pourquoi il y a cette différenciation, parce qu'on a deux types de métiers dans ce que je vous présente. Donc je te répondrai sur la question du coût après. Il y a l'assistance technique et il y a le forfait. Donc j'y reviens après si tu veux. Alors, ce qu'on demande aussi, alors le premier, hein, c'est vraiment le plus important. Mais ce qu'on demande aussi, c'est que les collaborateurs soient formés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un développeur web, quelqu'un qui va coder du Java, du PHP, de l'Elasticsearch, des choses comme ça, il sache ce que c'est le WASP. Et pourquoi je demande ça? Parce que quand je le prends dans la société qui me fournit, c'est aussi pour ça que je paye cette société-là, pour qu'elle me donne des gens formés, pas pour que moi je les forme. Donc j'attends que les gens soient formés quand ils arrivent chez moi. Qu'il y ait des procédures dans ces sociétés-là, pour la sécurité, qu'il y ait des tests de livrables, j'en ai parlé, qu'il y ait adaptation au type de prestation. Mon cahier des charges décrit mon contrat standard groupe décrit le cahier des charges standard. Si un projet chez moi demande quelque chose de plus haut, il faut bien sûr que la société de prestation s'adapte à ce qui est demandé par le projet. Et que l'intégralité soit contrôlée. Parce que le nombre de gens qui nous ont dit « Ah oui, on fait, il n'y a pas de problème, et vous contrôlez ça comment ?» C'était un LA 440, une belle porteuse. Contrôlé par un externe? Pas forcément. Enfin, déjà qu'il y ait des preuves chez eux. Avant d'aller voir l'audit externe, on en est loin. Mais ça peut être ça. Correction sans surcoût des vulnérabilités connues avant la livraison. Ça, c'était la petite cerise sur le gâteau pour ne plus avoir les 70 ou 300 jours d'avant. Donc ça, c'est en place chez nous dans les contrats. Alors c'est là où je reviens sur les deux types de métiers, si je puis dire, qui existent. À droite, vous avez l'assistance technique. Alors l'assistance technique, pour les gens qui ne connaissent pas la société de service, c'est quoi? C'est je prends une ressource, une personne, et je la mets dans l'entreprise. Ça tend à disparaître comme procédé. Pourquoi? Parce que si les gens restent plus de 18 mois dans l'entreprise, après elles peuvent être embauchées, ça peut poser des difficultés, etc. Donc, on tend de plus en plus à aller vers le forfait. Néanmoins, c'est historique et ça existe encore beaucoup. Vous avez en orange les points qui nous ont semblé, pour chacune des parties, les plus importants. Ceux sur lesquels on met un focus. Mais je vais quand même tout vous lire. Donc, respect de nos procédures et politiques de sécurité. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient, il doit avoir lu la politique de sécurité du groupe, ou l'entité où il va. Informer en cas de difficulté. L'intervenant est sensibilisé à la sécurité. Alors, sensibilisé, je vais vous donner un exemple. Je trouve une clé USB dans la rue. Je fais quoi? Je ne la branche pas sur mon PC pour me dire que c'est chouette, j'ai maintenant 16 gigas supplémentaires. D'accord? Ça veut dire, je la porte à mon officier de sécurité, quelque chose comme ça. Il va la brancher sur son PC à lui, mais lui, c'est son travail. C'est différent. Donc, moi, je suis assez confiant parce que à peu près 100% de mes collaborateurs ne m'ont jamais apporté de clé USB. Et pourtant, ils commencent à bien me connaître. Donc, j'ai interrogé un petit peu dans ces entreprises-là comment ça se passait, et ils m'ont tous assuré que, bien sûr, quand leur collaborateur trouvait une clé USB, ils l'amenaient à leur officier de sécurité.
Bon, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas forcément de RSSI ou d'officier de sécurité. Alors là, ça commençait à devenir compliqué, mais sinon, dans la théorie, ils faisaient tous ça. Et il est formé aux bonnes pratiques. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. En disant, il est formé, il sait ce que c'est le WASP, un administrateur en Linux sait ce que c'est Heartbleed, Shellshock, etc. Il sait que quand on installe un logiciel, par défaut, et qu'il y a un mot de passe par défaut, on le change. Par exemple. La société s'engage à retourner en fin de mission tout bien qu'il aurait été prêté. Alors ça aussi, ça a été un grand moment de discussion, puisque les gens nous ont dit mais pourquoi on fait ça? Ben, je sais pas, on vous prête des choses, c'est peut-être normal que vous fassiez un suivi de votre côté sur ce qu'on vous prête. Ah bon, mais c'est pas vous qui vous le faites? Alors imaginez, on vous prête 70 iPhone 6 au hasard, ça coûte pas trop cher. On vous demande de tester, vous nous les rendez, on oublie de cocher la petite case comme quoi vous nous les avez rendus. À votre avis, vers qui on va se retourner? Ben, vers vous, vous ne les avez pas rendus. Donc ça serait bien que vous ayez un petit suivi des affaires qu'on vous prête quand même. Et puis, la société nous fournit une matrice de contact pour qu'on puisse les contacter en cas de problème. Alors, tu parlais des questions de coût tout à l'heure. En fait, là, on a vu des petits changements par rapport à ça. Donc nous, on a un certain nombre de profils qui sont référencés dans nos grilles d'intervenants. Par exemple, je vais dire chef de projet, administrateur, développeur, etc. Donc tu as des coûts associés. Et on a vu les coûts augmenter un petit peu. Non, ça je peux pas le dire. Mais c'est marginal. C'est pas, vraiment pas beaucoup. Donc là, on a vu augmenter. Par contre, sur la partie forfait, aujourd'hui, on n'a pas encore eu de retour, on va dire ça comme ça, d'augmentation sur les coûts des forfaits en intégration de la sécurité. J'aurais imaginé une grosse augmentation côté forfait, parce que c'est l'engagement de la plupart, et moins côté moyen. Ben ça, on va le voir, je pense, après une première boucle de 3 ans, une première itération. Donc, dans le forfait, correction sans surcoût et sans délai des failles dont le type est connu avant la recette. Test, sécurité et documentation des livraisons. Donc ça, il y a des gens qui me disent mais tu y crois? Alors oui, j'y crois, sinon je n'aurais pas marqué. Maintenant, est-ce que je l'ai vu dans la vraie vie? On y travaille. On y travaille. Il y a des gens à qui j'ai tiré l'oreille très fort et qui commencent à me livrer les livrables là-dessus. Alors quand je dis j'ai tiré l'oreille très fort, on en reparlerai un peu plus tard. Toujours sans donner de nom. Prise en compte de notre classification de l'information. Donc dans notre politique de sécurité, on a une classification de l'information de 4 niveaux classiques et on veut que quand un document est confidentiel, qu'il soit marqué comme confidentiel, qu'il soit chiffré, etc. Définition d'un niveau de confidentialité par défaut qui implique chiffrement et authentification forte. Donc chez nous, on a 4 niveaux comme je viens de vous le dire, et à partir de confidentiel et au-dessus, c'est chiffré. Et vous devez avoir l'authentification forte pour y accéder à ces documents-là. Mise en œuvre de l'interconnexion conforme au cahier des charges. Alors là aussi, c'était de grands moments. Vous savez qu'on est un opérateur, donc au niveau réseau, normalement, ça se passe bien. Et les interlocuteurs nous disaient oui, mais il n'y a pas de problème, nos interconnexions, elles fonctionnent. Alors ma première réaction était d'être étonné, parce que effectivement, je ne vous en parle pas au cas où elles ne fonctionnent pas. Je me doute bien que si on arrive à travailler ensemble, c'est qu'elles fonctionnent, les intercos. Par contre, comment vous vérifiez quelles sont vos procédures de recettes régulières pour vous assurer que c'est toujours bon? Où c'est que vous stockez les mots de passe, les clés AES, des tunnels VPN? Qui y a accès? Comment vous renouvelez? Quelle est votre supervision sur ces intercos? Ah bon, il faut faire tout ça? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, nous, on vous le demande à partir de maintenant. Tout ce que je vous dis n'est que du véridique. Là. Je n'invente rien, j'ai pas besoin en fait. Le contrôle d'accès physique et logique. Alors, on est rassuré, physique, il y en a plutôt. Logique, il n'y en a plutôt pas. Donc, il y a un axe de progrès assez vertueux, ou opportun en tout cas là-dessus. Alors, quand je vous dis ça, ça veut dire, certes, heureusement, dans la plupart des sociétés, il y avait un login et un mot de passe sur les postes de travail, mais globalement, ça s'arrête à ça. Et là, je vous parle de grosses sociétés, des sociétés qui ont plus de 3 millions de chiffre d'affaires en global. Parce que toutes celles qui ont moins, j'ai d'autres histoires, mais ce n'est pas le sujet du jour. Là, par contre, protection des données personnelles. Alors, on ne sait pas si une donnée personnelle, ça devient difficile de la protéger.
Deux, quand on a compris ce que c'était, en fait, on la protège pas. Donc là, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Informer Orange en cas d'incident et mobiliser les ressources nécessaires. Il nous est arrivé d'avoir eu des problèmes, de convoquer des gens, et les gens nous disent ah non, non, mais on ne peut pas, on a autre chose à faire. Non, mais en fait, bien que cordiale, la demande n'est pas moins opportune. Vous donnez un délai, vous indiquez un délai. Ah ben, quand je te dis tout de suite, c'est pas 2 mois après, tout de suite. Et même c'est dans le cadre du forfait, c'est après la fin de forfait aussi toujours. Bah, ça dépend du contrat. Mais quand il y a un incident sur quelque chose de développé, même si voilà, faut que la société puisse répondre, parce que c'est des gros contrats quand même. Donc, si tu veux, ne se pose pas la question de une petite structure, type HSC Bac de Loite, tu as mis 3e jour pour développer un tunnel over DNS, et puis 3 ans après, on revient de voir s'il y a un problème. C'est pas ça du tout, nous c'est des trucs qu'on met en prod tout de suite, donc c'est immédiatement. Et des indicateurs à revue de sécurité qu'on revoit ensemble annuellement. Donc là, je vous les ai pas mis de mémoire, on verra. Mais on ne demande pas la lune, on demande qu'il y ait un suivi. Alors, comment ça se passe, l'évaluation de sécurité du fournisseur? Alors, on a fait une auto-évaluation, c'est pas un audit, que ce soit bien clair. On n'a pas été voir les fournisseurs en disant prouvez-nous, montrez-nous ce que vous avez chez vous, etc. On a fait un petit peu l'inverse, on leur a dit welcome, vous postulez pour être référencé chez nous. Vous allez répondre à un questionnaire. Alors, un questionnaire, c'est les questions que vous avez vues juste avant, par exemple, avec éventuellement la ISO 27002, les 133 questions, c'était 2005, donc les 133 questions étaient optionnelles, au moins pour la majeure partie des fournisseurs. Et puis, par rapport à ça, vous nous fournissez des preuves, juste que ce que vous nous racontiez, ce ne soit pas du loin. La société fait son auto-évaluation, donc notre échelle, on la verra après, mais ça va de 0 à 5, et globalement, je pense que les sociétés étaient toutes autour de 4 sur 5 en auto-évaluation. Ensuite, vous aviez une analyse par Orange, donc il y avait 4 personnes qui analysaient les résultats, par équipe de 2. Donc analyse du questionnaire, et puis un entretien commun de 3 heures. Donc pour passer le questionnaire, on avait un autre questionnaire de notre côté pour essayer de recouper nos questions. C'est là, par exemple, où j'ai demandé à un fournisseur comment il effectuait ses sauvegardes, et qui m'a dit il n'y a pas de problème, c'est sécurisé, on sauvegarde en MD5. Je pense que c'est un fournisseur qui n'aura jamais de problème de place. Par contre, je leur ai demandé s'ils avaient testé des restaurations. Pas de restauration. Alors, parfois on se rend compte qu'on ne s'est pas toujours compris sur tout dans le questionnaire. Après 3 heures de discussion, ça va un peu mieux. Donc on leur laisse l'opportunité de recompléter certaines questions. Et nous, on se rebaluche certaines réponses. Ça prend du temps. Parce qu'à chaque fois, il faut lire les documents, etc. Il en sort une fiche de résultats, que je vous montrerai après, normalement. Des recommandations que nous faisons au service achat, chez nous, donc achat groupe, toutes les business units du groupe. Des recommandations aux opérationnels, travaillez avec ceci, travaillez pas avec cela, travaillez avec cela, mais faites attention à tel et tel point. Voici les pistes d'amélioration pour chacune des sociétés. Voilà leurs points forts, voilà leurs points faibles. Et puis des suggestions d'amélioration aux candidats. Donc on n'est pas vache quand même. Globalement, on a vu toutes nos sociétés, on leur a dit voilà vos points faibles, voilà ce qu'on vous recommande de faire. Gratos. Il y a des gens qui m'en veulent, là. Pas plus faire du business, ben vous avez qu'à le faire. Et réévaluation sur demande du fournisseur si progrès, mais pas avant 6 mois. C'est-à-dire qu'on a une petite centaine de fournisseurs. Donc mon équipe, là-dessus, c'est 4 personnes. Imaginez bien que si je revois les 80% sociétés tous les 6 mois, ça fait mal. Une question. Ouais, au niveau de ton service achat, tu as fait comment pour les convaincre que tu fais de l'IT, tu veux avoir un service achat, c'est leur précaré? Ils l'ont pris comment? Eh bien, en 2009, on a commencé à les aborder. C'est là où il y a eu déjà pas mal de travail pour instaurer la confiance, leur montrer qu'on était là pendant cette période de sourcing, etc. Sourcing, c'est référencement, pardon, ceux qui n'ont pas ce vocable-là. Et puis après, à force de convaincre, d'assister,
d'accompagner. Et ils ont accepté de différencier des fournisseurs qui ont pignon sur rue, genre un IBM, des gros quoi. Alors, aujourd'hui, les gros, on n'en est pas là. Il y en a 2 qui ont été déréférencés alors qu'ils étaient référencés. Je reviendrai après sur les chiffres. Mais des gens qui étaient déjà chez nous, et qui travaillaient, et qui globalement ont bien pignon sur rue quand même si c'est pas aussi gros que ce que tu cites. Il y en a. Et ils ont accepté et on a été jusqu'au bout. C'est monté haut. Hein. En fait, tu as le plafond et voilà, c'est allé jusqu'au plafond. Et c'est redescendu en nous disant va falloir les recevoir quand même une énième fois en entretien pour discuter. Bon, on a été discuté, c'est ce que je te dis. Mais on est resté droit dans nos bottes. Droit dans nos bottes, ferme sur nos positions. Donc ça, c'est en place. Alors la notation, on en parlait tout à l'heure. Alors pour ceux qui sont fans des standards, vous avez la référence. Donc 0 à 5, je vous le disais tout à l'heure. De 0 à 2,5, globalement, on vous recommande de ne pas travailler avec eux. Ils sont, comment dire, un peu frêles en matière de sécurité informatique. 2,5 à 3, bon, c'est presque 10, mais c'est pas encore ça, hein, pour avoir la moyenne. À partir de 3, bon, c'est pas génial. Ça fait un trimestre moyen, mais bon, c'est la moyenne, donc on ne peut pas recaler tout le monde. Et 4, normalement, c'est bien. Alors, je vous rappelle, par contre, que c'est une auto-évaluation. Donc, pour l'instant, on n'a toujours pas vérifié. Hein. On a contrôlé les preuves qu'on nous donnait. Comment le dire de manière conforme sans être coupé à la caméra. Il se peut que certains pays dans le monde, pour les questions-réponses à la fin, il se peut que certains pays dans le monde attribuent des certifications type ISO 27001, comme vous achèteriez du pain à la boulangerie. Il se peut qu'il y ait un certain nombre de procédures qui soient en place, enfin, qui existent. Maintenant, est-ce que l'ensemble des milliers de collaborateurs les connaissent et les mettent en place, vu que moi j'ai passé 20 heures à lire leur doc? C'est comme un doute. Les scorecards, donc les fiches de résultats dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez donc le nom de la compagnie en haut, en dessous un petit rectangle vert clair ou vert foncé en fonction de si le fournisseur est certifié ISO 27001 sur un périmètre qui nous concerne ou s'il est certifié partiellement. À gauche, l'assistance technique. À droite, le forfait. Vous avez en vert l'évaluation, l'auto-évaluation dont c'est affublé ou c'est attribué le fournisseur. En jaune orangé, la vision d'orange. Donc là, c'est réaliste, hein, ce que je vous ai mis là. Mais encore, c'est plutôt flatteur. Donc vous voyez qu'il y a différents points. Bon, ce sont des points, par exemple, on m'a dit oui, mais pourquoi tu ne prends pas simplement le point sécurité du développement, qui doit être la 12 de mémoire dans l'ISO 27002. Ben, j'ai dit parce que si je prends juste ce critère-là, potentiellement, on n'a plus de société référencée. Donc, les critères ne sont pas pondérés. Aujourd'hui, si vous codez mal, et si vous avez une matrice de contact, globalement, vous pouvez avoir la moyenne. Donc, on n'est pas méchant, ça se premier tour. Et vous allez voir que quand même, ça a fait quelques... C'est pénible de devoir chercher autant ces mots. Ça a fait quelques chamboulements dans l'écosystème. À droite, nous avons essayé de réinventer des masques pour Rorschach. Donc en fonction des diagrammes que vous voyez, vous pouvez essayer d'associer ça. C'est le résultat par rapport à l'évaluation ISO 27002. Toujours en auto-évaluation. Il y a même quelques compagnies qui ont fait très très fortes parce que avec les diagrammes, elles ont réussi à recréer leur logo. Je me demandais si c'était fait exprès, mais ça les a pas fait rire. J'ai pas compris. En haut, dans le tableau, donc, nous on a deux gros contrats qui s'appellent TPAS et IT Services, sur les qu'on a implémentés en matière de sécurité de la même manière. Donc on a mergé le tout. Mais vous avez donc la partie TPAS, la partie IT Services, vous voyez les couleurs que je vous ai montrées juste avant, avec des notes. Le score de vérification, c'est par rapport à la documentation qu'on nous a fournie.
Et puis après l'indice de confiance, c'est parce que derrière j'ai une auditrice qui va s'en servir et je reviens là-dessus après. En bas, les commentaires. On a généralisé les commentaires. Donc le premier, c'était embaucher un RSSI. Je suis content d'avoir doté le marché d'une dizaine de RSSI. Je ne connais pas encore tous, mais c'est intéressant. Donc certains gagnent sûrement mieux leur vie que moi. D'autant plus intéressant. Alors, petit camembert, je vous ai fait un état des lieux à décembre 2014. Alors pourquoi décembre? Parce que si je vous le faisais aujourd'hui, il n'y aurait plus que deux couleurs. Ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Donc là, on voit qu'il y a 63% retenus à la date de décembre 2014. Il y en a qui sont en probation 6 mois, mais je reviendrai sur cette probation juste après. Donc 10%. Il y en a 21% non retenus pour des raisons de sécurité. 21%. 4% non retenus pour des raisons autres. C'était trop cher, ils n'ont pas voulu négocier, il y avait un problème de RSE, des choses comme ça. 1% en attente de décision, 1% en évaluation en cours. L'approbation, c'est quoi? L'approbation, ça concerne un certain nombre de sociétés avec qui nous travaillions, avec un I après le R, qui n'avaient pas le niveau. On est une entreprise responsable, on essaye de l'être, et on s'est dit on ne va pas couper, les référencements comme ça, on va donner l'opportunité à ces sociétés-là de nous prouver qu'elles sont capables d'avancer. Donc pour certaines sociétés qui ont eu cette opportunité, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a laissé 6 mois pour s'améliorer en matière de sécurité informatique, sur les points où ils étaient un petit peu bas. Au bout de 6 mois, on les revoyait. Donc on refaisait l'évaluation complète, on se tapait des heures de doc, on refaisait un entretien ensemble. Et là, soit elles avaient le niveau, soit pas. Là, ça fait quand même 30% au total. Pourquoi il y a pas de nous, tout simplement, qu'on été mis en probation sur cette cause, ça fait beaucoup de sociétés. C'est des sociétés également reconnues sur le marché. J'y reviens. Alors, je ne vous ai pas mis le logo des sociétés, parce que c'est pas le droit. Oui, alors, moi je les connaissais pas forcément toutes, loin s'en faut, mais enfin j'en ai aussi découvert qui ont travaillé que je ne connaissais pas, mais il y a un peu de tout. En tout cas, je sais que je ne laisserai pas mes enfants chez n'importe qui. Juste une question, l'attention d'achat chez Orange, elle n'a rien à voir avec les marchés publics, vous êtes dans les contraintes réglementaires? Non, c'est à peu près la même galère, mais sinon non. D'accord, mais donc à peu près libre, le groupe, est à peu près libre de le faire comme il entend. Alors, en théorie, oui. Maintenant, si tu veux, il y a un certain nombre de règles. Et ne serait-ce que par la loi française, hein, c'est pas propre au groupe. C'est si tu as un fournisseur qui est dépendant économiquement de toi, donc par exemple s'il dépasse, je sais pas, 20 ou 30% de son chiffre d'affaires avec toi, si tu arrêtes le contrat, en fait, de par la loi, tu peux pas. Oui, c'est beau la loi. Tu ne peux pas le faire comme ça en tout cas. Tu es obligé d'avoir une période d'accompagnement qui te permet de l'aider à sortir du truc, etc. Tu ne peux pas casser comme ça parce que tu as créé une dépendance économique. Donc typiquement, tu n'as pas de marché. Alors moi, j'ai des marchés avec la fonction publique en tant que fournisseur. Oui, c'est ça. Par contre, moi, je n'ai pas d'obligation de faire le marché. Par contre, je crée ce qu'on appelle des appels d'offres. Comme n'importe qui, pour départager les fournisseurs, avoir du bilan, etc. Et la procédure que là, tu as mis en œuvre sur la liste finie des prestataires, qui avaient déjà été recrutés, de référencés, t'imagines, on passe sur un appel d'offres sur lequel tu as plus de concurrents. Alors, je vais essayer de le rephraser, tu me diras si ça répond. On avait X. Il y a des années de ça, on avait X milliers de fournisseurs. Et passé Thierry Breton, entre autres, qui a permis de diminuer ce nombre-là, et au fur et à mesure, on est descendu à peu près au nombre que vous connaissez là. Et globalement, on devrait avancer vers ça.
L'idée, c'est de ne permettre de faire des appels d'offres qu'à ces sociétés. Dans ce cadre de contrat, si c'est des produits sur étagère, on ne va pas faire appel à ces sociétés-là, ce sont d'autres sociétés. Dans ce cadre d'appel d'offres, je veux faire développer un site web, typiquement, une appli de gestion, etc. On rentre vraiment dans ce contexte. On n'a pas de renouveau de sang dans les sociétés fournisseurs. Excuse-moi, je sais pas. Il n'y a pas de renouveau de sang dans les sociétés fournisseurs. Alors, s'il y en a, il y en a, mais ce n'est pas des nouveau-nés d'une dizaine de personnes. Ce sont des sociétés qui ont quelques années d'existence. Je crois que les plus petites sociétés qu'on a vues, c'est, je ne pourrais pas dire de bêtises, mais une petite centaine de personnes. Et les plus grosses, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. En pratique, quand vous avez envie de travailler avec une petite société qui a des compétences particulières, ils vont agir en sous-traitance des gros. Alors aujourd'hui, c'est un point qu'on est en train d'adresser. J'ai pas la réponse et en plus elle est confidentielle, mais ça va évoluer. Enfin, ça va évoluer. Il y a des choix qui vont être faits, que je ne connais pas, donc je ne peux pas dire lesquels ils vont être. Mais il y a effectivement cette question très particulière qui se pose de toutes les sociétés référencées n'ont pas les compétences pour, je vais dire n'importe quoi. Je veux développer l'algorithme Reindel avec plus de tours que prévu dans AES, au hasard. Donc qui n'a pas compris ce que j'ai dit dans la salle? 3 personnes honnêtes, c'est bien. Marc, t'as compris? Je ne sais pas. Il n'écoutait pas, discuter avec sa voisine. En gros, ça demande des compétences très précises puisque c'est développer un algorithme de chiffrement. Ok. Globalement, je suis presque prêt à parier que dans les sociétés que j'ai référencées là, il n'y a pas ces compétences-là. Grosso modo, oui, on trouve la terre rare. Donc là, c'est un marché à part. Aujourd'hui, comment ça se passe? Eh ben, il y a un marché local qui est créé. Demain, est-ce que ce sera ça? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Le portage peut fonctionner. Il y a plein de questions qui se posent autour de ça. On essaye aussi d'être pragmatique. Arrivons à 80% de notre occupation, et puis voyons ce qui reste à la marge pour essayer de traiter. Et du coup, vous interdisez pas encore aux sociétés de travailler avec, enfin, de leur sous-traiter aux entreprises que vous avez blacklistées? Alors, ça si. Et ce qu'on me demande surtout dans le contrat, je ne l'ai pas mis tout à l'heure, c'est que toute société qui travaille pour nous, enfin contractuellement travaille pour nous, doit reporter exactement les mêmes obligations à toutes les sociétés avec lesquelles elle travaillerait pour nous. Donc ça veut dire qu'ils doivent se cogner normalement les mêmes choses qu'on a fait. La gestion des indépendants a été prévue ou pas? C'est exactement la même réponse que les comptes. Par exemple, tu dis on passe par une société qui est mandatée. Elle est mandatée, elle a passé une date de supérieur à 4, etc. Et cette société fait appel à des indépendants. Alors, chez nous, ce point et ce dossier n'est pas encore traité. Pas qu'il ne va pas l'être, hein, il est en instruction. Il y a des choses particulières qui ont été faites, mais il y a différents choix qui se proposent à nous. Et donc, on est en train de traiter la question. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par marché local? Un marché local, c'est... alors, je vous disais tout à l'heure, on est un groupe multinational implanté dans de nombreux pays. Un marché local, c'est par exemple de dire la France, Orange France, typiquement, hein, donc si vous vendez les Lightbox, la DSL, la fibre, a référencé pour Orange France Jean-Philippe Gaulier, SARL, en société spécialisée en conseil IT. Ça serait un référencement local que seul Orange France, que seules les personnes d'Orange France peuvent demander à faire acheter comme service, mais dans le groupe, c'est pas reconnu et c'est pas validé. Oui, alors bon, peut-être que les choses vont évoluer, on ne sait pas. C'est bon pour ça? Donc 6 mois sans business, je ne vous ai pas dit, probatoire, 6 mois sans business, et donc au bout de 6 mois, donc, moi j'ai vu des gens qui m'ont appelé, j'étais à NoSuchCon, et j'ai un commercial qui m'appelle, Monsieur Gaulier, oui,
Société Intel, alors pas Intel qui fait le processeur, hein, celle qui est bien connue par Laurent. Société lambda. Voilà. Oui, alors je sais qu'on n'a pas eu la moyenne en sécurité, très bien. Mais là, on a un contrat signé, on fait comment? Ah non, mais en fait, on ne s'est pas compris, on se revoit le 14 novembre. Ah, mais vous voulez dire qu'on ne peut pas signer le contrat en attendant? Ah bah non, du 27 juillet au 14 novembre, vous ne pouvez plus signer le contrat chez Orange. Et à partir de là, les contrats qui étaient en cours continuaient, mais pas le droit de renouvellement. À partir de là, ça a commencé à faire bouger les choses. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un certain nombre de cartes de visite, un certain nombre de DG et de PDG que je ne connaissais pas. Des cadeaux sur mon bureau. C'est pour ça que tu as déménagé. J'ai pas eu tant de cadeaux que ça. Et en plus, je les ai tous déclarés. Non, par contre, je me suis dit que j'étais peut-être passé chez un certain nombre de marabouts. Ça. Alors, après, comment ça se passe chez nous, dans les projets? Eh bien, première étape, parce que j'entends souvent dire la sécurité, c'est des audits. Ouais, ok. Enfin, avant de savoir l'audit, il faut savoir le périmètre. Et pour connaître le périmètre, il faut savoir ce qu'on expose et à quoi on s'expose. Donc, on fait une analyse de risque. Et chez nous, l'analyse de risque, c'est le début. Sans analyse de risque, vous ne faites rien. Ça vous permet d'avoir un inventaire et un niveau de sensibilité, des exigences spécifiques au projet que vous insérez dans le cahier des charges, et puis la sensibilité globale du projet. Ensuite, à partir de la sensibilité globale du projet, vous pouvez choisir le fournisseur. Donc, un fournisseur jaune pour les projets standards ou vert, parce que le vert, c'est faire du jaune, et un fournisseur vert pour les projets sensibles. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, si vous avez fait... non, ça, j'ai pas le droit de le dire. Donc, mettons que vous ayez besoin d'une compétence particulière, ou que vous ayez, on va dire, des gens avec qui vous avez déjà travaillé par le passé, ou tout autre cas, je vous laisse imaginer, sinon vous me demanderez quand la caméra sera éteinte. Il y a un processus de dérogation qui existe, mais dans ce cas-là, le projet doit nommer une personne pour l'accompagner sur la sécurité pour s'assurer que le prestataire respecte bien l'ensemble des exigences qu'on lui a collées. Et ça, on ne peut pas le faire indéfiniment. Dérogation, c'est dérogation, pas quelque chose de fixe. Et après, c'est toujours pas fini. On continue dans le et après. Un plan d'assurance sécurité est obligatoire par projet. Donc c'est un dossier, une centaine de pages, on va dire, fourni par le fournisseur. Alors nous, on donne quelques points, et puis après, il nous explique comment ils font la sécurité pour le projet. Intégrer la sécurité dans le suivi du projet, parce que bien souvent, on avait du suivi, et puis on disait au projet, et la sécurité, ça en est où? Ah bah, on ne sait pas. Alors ce que j'ai vu aussi, ce qui était assez formidable, c'est qu'il y a un fournisseur qui nous faisait un suivi sécurité, c'est celui à qui j'ai tiré l'oreille, et qui mettait la météo tout au vert. Alors j'étais assez surpris, je dis à mon officier de sécurité, mais comment tu t'en assures? Alors là, j'ai eu un LA 440 formidable, encore une porteuse. Ah bah oui, c'est vrai, ça faudrait que je m'en assure. Donc on faisait confiance aux fournisseurs sur ce qu'ils nous disaient. Vérification des livrables de sécurité apportés par le fournisseur, donc ça je vous en parlais. Orange doit également faire des tests, parce qu'on doit montrer l'exemple. Et puis, communiquer de façon annuelle une consolidation des constats sur la partie sécurité des prestations. Donc ça veut dire qu'on se revoit. Moi je demande à mes équipes projet comment ça s'est passé avec tel fournisseur. Donc les officiers de sécurité sont supposés remonter les résultats. Et le fournisseur, de son côté, est supposé m'apporter ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé. Ce qui s'est mal passé. Et quand le fournisseur vient me voir en me disant Monsieur Gaulier, tout s'est bien passé, en général, j'ai un doute. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? C'est le processus de sécurisation et de référencement au cours de 3 ans. Alors pourquoi au cours de 3 ans? Parce que chez nous, le référencement se fait tous les 3 ans. Donc la première année, vous avez l'auto-évaluation du fournisseur. Et puis il passe 1 an, et on fait une revue annuelle. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la revue annuelle, elle consiste en quoi? Il y a des indicateurs que j'envoie au fournisseur, que je lui demande de remplir, une petite dizaine. Et puis j'attends que mes projets
par l'intermédiaire de leurs officiers de sécurité, me disent bah, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé, etc. Et on confronte tout ça lors de l'entretien. Donc la première année, c'était l'année dernière, où on a fait ça. Et sur 12 sociétés interrogées, je crois qu'il y en a 10 qui n'ont pas eu d'incident de sécurité dans l'année. Donc après, j'avais des mots magiques, je leur ai dit, mais vous n'avez pas été victime d'Earthbleed. Ça commence à être un petit peu tendu. Shell shock, des choses comme ça. Et ah, mais c'est ça que vous vouliez dire, ou ah non, mais nous on a fait un audit ISAE 27, je sais pas quoi, là, pour la conformité SOX. Oui, bon, j'en ai rien à faire de savoir si ta porte de data center a été ouverte ou pas. Par contre, pour moi, c'est un incident de sécurité. Donc il faut que tu me le dises. Et les vraies questions qu'on a remontées, c'est du coup, mais comment vous supervisez vos services et vos incidents de sécurité? Ah, bah, il faut les superviser. Voilà. Donc là, on va faire, cette année, à partir du mois de juin, pour le premier contrat, la seconde revue annuelle, et pour le deuxième contrat, la première revue. Donc ça va être en septembre. Donc ça va être sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Les notes, vous avez vu, c'est de 0 à 5. En fait, en fonction de ce qui se passe dans cet entretien, vous pouvez gagner jusqu'à 0,5 points en plus. Donc en fonction de votre note, quand même vous faire passer au-dessus. Vous pouvez perdre jusqu'à 0,5 points. Et cette année, un de nos partenaires a perdu 0,2 points. Pour la première année, on a vraiment trouvé que la réponse était légère. Et donc un acteur a perdu 0,2 points. S'il repère la même chose cette année qui vient, il change de couleur. Et donc il ne pourra plus travailler sur le même type de contrat. Sachant qu'on a été gentil, hein, c'était juste 0,2 points. Ah, magie. Alors, j'ai embauché quelqu'un dans mon équipe qui va passer son temps, sa vie, maintenant, à faire des audits de sites aléatoires, c'est-à-dire aller voir nos fournisseurs. Donc, dans les contrats, pour le premier contrat, je crois que c'est 5 jours de prévenance, et dans l'autre, c'est 10 jours. Pour leur dire coucou, on arrive, et on arrive là, à tel endroit. Vérifier parce qu'on sait qu'on travaille avec vous à tel endroit, donc on veut voir. Et là, c'est là où on va commencer à contrôler que ce qui nous a été raconté est vrai. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des audits de recettes aléatoires. Donc je prends un projet, donc j'ai le responsable des grands comptes chez nous qui me dit tiens, tu cherches un projet fait par tel fournisseur, tu fais un audit aléatoire. Alors, tout à l'heure on a dit Acunetix, on a dit AppScan d'IBM, OWASP-ZAP, enfin ce que vous voulez, un truc qui fait du test de vulnérabilité avec éventuellement un auditeur derrière. Et le but c'est de trouver, de pas trouver, le vrai but c'est de ne pas trouver une faille de vulnérabilité au WASP. Si on en trouve une, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend contact avec le fournisseur, on lui demande un rendez-vous rapide en général, et en fonction de la réunion, il peut avoir jusqu'à 6 mois sans nouveau business à Orange. Même s'il patch son truc. Alors, il a plutôt intérêt à le patcher, et 2, même si. Ça, c'est arrivé à un fournisseur. Le fournisseur, il m'a dit c'est 90 jours de travail. Alors bon, quand c'est comme ça, parce qu'on me dit oui, mais t'es pas gentil, t'as des dogmes, tout ça, je leur ai dit écoutez, voilà, je vais faire comme si c'était moi qui le faisais, je vais tripler le temps, et leurs 90 jours, et je vais ajouter un jour de recette, parce que tous les 9 jours, un jour gratuit. Donc leurs 90 jours, si c'est moi qui le fais, je le fais en 10. Comment on fait? Bon, finalement, on a eu 90 jours gratos. Ils n'avaient pas de mécanisme d'intégration de la sécurité dans le cycle de développement. Et ils ont trouvé plein d'outils, plein de choses à mettre. Ils ont quelqu'un qui suit la sécurité, qui tous les mois m'embête pour me dire « Ah, regardez comment on fait ça bien, etc. » Donc on a vu un changement d'attitude. Et ça, c'est un acteur, un leader du marché. Alors, l'entreprise, elle continue sa démarche globale d'amélioration. Il ne faut pas qu'elle s'arrête là. Et tous les 6 mois, elle peut nous demander est-ce qu'on fasse une revue. Et alors, pour le prochain référencement, une petite chose magique, Hervé est vachement content quand je dis ça quand il est là, c'est que pour le prochain référencement,
obligation sur périmètre de fourniture à Orange d'être certifié ISO 27001. Tu fournis son catalogue de formation avec? Mais écoute, on travaille avec un certain nombre de sociétés. Non, mais tu vas tuer les petits acteurs. Est-ce que je vais tuer les petits acteurs? Ceux qui savent écrire un algorithme de Rindell avec des tours supplémentaires, non. Ceux qui font de l'intérim, oui, peut-être. Maintenant, moi, avec ce qu'on a pris en début, là, moi, je ne peux plus me permettre de faire intervenir le copain de machin juste parce qu'on a bu une bière ensemble. Moi, ce qu'il me faut, c'est soit tu es dans le catalogue et on vérifie ta sécurité parce que tu as les moyens de, soit tu n'es pas dans le catalogue, mais parce que tu as une spécificité unique sur le marché. Et dans ce cas-là, cette spécificité est... Tu as franchi de passer le ISO 27000. Oui, mais ça ne sera pas sur le même type de contrat. Je ne vois aucune raison d'avoir un petit fournisseur qui me développe un site web. Mais alors là, aucune. Enfin, un site web, quand je dis un site web, c'est pas un frontal événementiel, hein. C'est une acquis de RP, c'est un truc en rapport avec le PCI DSS, une boutique. Je vois aucune raison de ne pas avoir un acteur référencé. PCI DSS, c'est pas des gros acteurs. Mais ils ne font pas du développement. Les applications PADSS? Ah oui, mais là tu les achètes sur l'étagère. Hein. Tu achètes un moteur, tout le reste est ouais, mais nous, tu sais, le choix qu'on a fait, c'est qu'on peut, hein, je ne dis pas que c'est toujours le cas, d'externaliser. Comme ça, on n'a pas besoin de certification PCI. J'ai une question sur les 100 fournisseurs. Sur 100 fournisseurs, est-ce qu'on a une idée du combien Est-ce qu'on peut juste garder les questions pour la fin, comme ça? Donc ISO 27001. Donc il y a un certain nombre de cabinets qui accompagnent. Alors quand même, c'est le plus intéressant pour vous, entreprise présente aujourd'hui, combien ça nous a pris de temps pour faire tout ça? À gauche, les prestataires. Globalement, 1 mois et demi pour répondre. 3 heures d'entretien, 2 semaines pour compléter les preuves si ce n'était pas suffisant. Alors évidemment, il y en a qui ont créé des preuves au fur et à mesure du truc, donc là ça aura pris un peu plus de temps, mais, ma foi. Chez nous, 4 ingénieurs en sécurité et système d'information, connaissances achat et SS2I. Il faut être motivé. Pour une moyenne de 2000 heures de travail, en tout, hein, par personne. 2000 heures, ça fait 14 semaines à temps plein, pour ceux qui veulent faire un calcul rapide. On ne compte pas là-dedans la préparation du processus, l'accompagnement du service achat, ce que quelqu'un a demandé tout à l'heure, les explications du processus aux sociétés, on ne compte pas bien sûr les audits qui vont se faire, tirage d'oreille s'il y a besoin, les préparations de nouveaux référencements, etc. Sur le slide, un mois et demi, c'est un délai? Ouais, là c'est un délai. D'accord, c'est pas une charge. Non, là c'est le seul truc où il n'y a pas de charge. Et puis après, ce sont les contacts des 2 leaders du projet. Merci.